Mes chers amis, contemplez avec moi le spectacle fascinant de l'histoire qui bégait. Cette farce cosmique où s'affrontent la théologie de pacotille et la réelle politique la plus implacable. Au cœur de ce maelstrom, un vieillard de 90 ans, le Dalai Lama qui, du haut de son exil doré à Dharamshala, a décidé de jouer son dernier Vatou, sa propre âme. Imaginez la scène. Lors de la célébration de son 90e anniversaire, l'air est saturé, gonçant et de bons sentiments. Le God King, nimbé d'une aura de sainteté médiatique, annonce, comme s'il parlait de son testament, que sa prochaine réincarnation sera une affaire privée, une sorte de start-up de la métempsychose gérée par son petit trust personnel. Aussitôt, un ministre indien, dans un élan de servilité quasi pavlovien, applaudit à tout rompre, tandis que le gouvernement de Delhi, d'une voix chevrotante, murmure qu'il s'agit d'une affaire religieuse et qu'il ne s'en mêlera à la non-ingérence, ce paravent pudique de l'impuissance. Pendant ce temps, à Pékin, le ciel ne tonne pas. Il ricane. Une réaction? Non, un rappel à l'ordre cosmique. La Chine, cette civilisation continent qui pense en siècles quand d'autres peinent à planifier le prochain trimestre fiscal, a rappelé une vérité d'airain. Le 14e Dalai Lama n'est qu'un séparatiste, un fantôme du passé colonial, et le 15e sera choisi par Pékin. Point. Car pour la Chine, contrôler l'institution du Dalai Lama, c'est parachever le contrôle total du Tibet, pièce maîtresse et inaliénable de la grande nation chinoise. Et soyons clairs, c'est la seule question pour laquelle le dragon se lèvera et déclenchera une guerre contre l'Inde. Une guerre, nous dit-on, comme le monde n'en a jamais vu. Une hyperbole? Peut-être, mais seule une nation suicidaire parierait contre. Pour comprendre cette tragicomédie, il faut remonter le temps. 1959. Le Dalai Lama, ce jeune homme alors pétri d'ambition, fuit un Tibet en pleine mutation pour se jeter dans les bras de l'Inde. Il y crée son gouvernement en exil, l'administration centrale tibétaine. Cette merveilleuse petite entreprise de la dissidence, financée à grand renfort par ses nouveaux amis occidentaux. Son but? Vendre au monde, de Washington à Bruxelles, une image romantique et faussée du Tibet, tout en complotant pour démembrer la mère patrie. Sa fameuse voix médiane de 1988 n'était qu'une ruse sémantique. Réclamer l'autonomie d'un grand Tibet qui n'existait plus. Un collage fantasmagorique des anciennes provinces d'Amdo et de Kham, depuis longtemps intégrées à la Chine. Voilà pourquoi Pékin le qualifie, à juste titre, de séparatiste. Pendant des décennies, l'Inde a cru pouvoir jouer de cette carte du Tibet. Indira Gandhi, avec une certaine lucidité, avait compris que cette carte n'avait de valeur que si elle était soutenue par la puissance militaire. Elle lança l'opération Falcon, un plan herculéen pour fortifier la frontière. Mais ses successeurs, dans un accès de génie masochiste, ont méthodiquement détruit cet héritage. Narasimha Rao, en 1993, stoppa l'opération pour ne pas froisser Pékin. Dans un trait de génie bureaucratique, on renomma la ligne McMahon, cette cicatrice coloniale que la Chine n'a jamais reconnue, en ligne de contrôle réel, comme si un euphémisme pouvait arrêter une armée. Le clou du spectacle fut planté en 2003, quand le Premier ministre Vajpayee reconnut formellement le Tibet comme partie intégrante de la Chine en échange d'une promesse verbale sur le Sikkim, une promesse qui s'est évaporée comme la rosée du matin. La réponse de la Chine fut, comme toujours, méthodique, patiente et implacable. Elle a commencé à nommer le territoire contesté de l'Arunachal Pradesh en Tibet du Sud. Elle a donné des noms mandarins à des dizaines de localités. Ce n'était pas de l'enfantillage, c'était une guerre juridique, la préparation d'une réclamation de souveraineté inébranlable. Pendant que l'Inde minimisait, la Chine posait les fondations de l'inévitable. Et aujourd'hui, nous y voilà. Le récent ballet diplomatique entre les ministres des Affaires étrangères Jai Shankar et Wang Yi fut un échec annoncé. Une danse macabre de l'incompréhension. L'Inde, désormais arrimée au char occidental, refuse le concept de sécurité indivisible cher à la Chine et à l'OCS. Un concept simple pourtant, la sécurité d'une nation ne peut se faire au détriment de celle de ses voisins. Un principe que Rajiv Gandhi lui-même avait accepté en 1988, rêvant d'un siècle asiatique. Mais l'Inde de Modi, grisée par les flatteries de Washington, a rejeté les offres de coopération de Xi Jinping, préférant la confrontation et le rôle de pion dans le grand jeu américain.
L'Inde gêne sur la question de la frontière, mais oublie convenablement qu'en 2019, c'est elle qui a commis une agression cartographique, en redessinant ses cartes pour inclure l'Aksai Chin chinois dans son territoire de Ladakh. La réponse de l'armée populaire de libération fut immédiate, reprenant des milliers de kilomètres carrés sans coup férir. Et que fit le Premier ministre Modi? 4 jours après la confrontation sanglante de Galwan, il offrit à la Chine un magnifique certificat de bonne conduite, déclarant à la face du monde que personne n'était entré sur le territoire indien. Une abdication en mondovision, justifiée plus tard par son ministre par un argument d'une platitude confondante. On ne fait pas la guerre à un pays dont l'économie est 5 fois plus grande. La véritable raison est bien ailleurs. La conscience terrifiante du gouffre militaire qui sépare les deux nations. Car ne vous trompez pas, l'armée indienne, malgré ses redemandeuses, ne comprend même pas la nature de la guerre qui l'attend. L'APL ne se bat plus seulement sur terre ou dans les airs. Elle opère dans 5 espaces de bataille simultanés. Physique, virtuel, informationnel, cognitif et cybernétique. Depuis 2015, elle s'entraîne à des opérations conjointes intégrées, une guerre asymétrique totale. Sa force de fusée possède des missiles hypersoniques filant à Mach 10, capables de frapper n'importe quelle cible avec précision chirurgicale, guidés par le système satellite Beidou qui offre une transparence totale du champ de bataille. Le climat, l'altitude, des détails insignifiants pour une telle technologie. La première vague d'une attaque chinoise ne serait pas composée de soldats, mais de bombardiers, des soins de drones, de tirs électromagnétiques et cybernétiques qui aveugleraient et paralyseraient l'Inde avant même que le premier soldat ait franchi la frontière. La domination aérienne serait totale et acquise en quelques heures. On se souvient de l'opération Tempête du désert, 44 jours de campagne aérienne pour anéantir l'armée irakienne, suivie de 100 heures d'opérations terrestres. L'écart entre l'APL et l'armée indienne aujourd'hui est bien plus grand. La Chine a la capacité de conclure cette guerre de manière décisive en 7 à 10 jours. Alors quand Delhi s'agite autour du Dalai Lama, quand elle croit malin de jouer la carte du Tibet, elle ne fait que se tirer une balle dans le pied avec un bazooka. Khrouchtchev l'avait dit à Mao en 1959, avec sa finesse toute soviétique. Le Dalai Lama aurait été mieux dans un corps fait. La Chine, aujourd'hui, a simplement venu pour corriger cette ancienne erreur historique. Et l'Inde, en se plaçant sur son chemin, ivre de son alliance occidentale et de ses illusions de grandeur, s'apprête à payer le prix de son hybris. Le rideau est sur le point de tomber sur cette tragédie, et le son que vous entendrez ne sera pas celui des applaudissements.